Chapitre 14. Alors que la plateforme d'observation sur laquelle il se tenait avec Shmi, Padmé et Jar Jar descendait lentement, Qui-Gon regarda la foule se précipiter vers le module d'Anakin. Au prix d'un beau dérapage contrôlé, l'enfant s'était stabilisé au centre de la piste. Il désactiva les radonulseurs et sauta à terre. Kitster le rejoignit et le serra dans ses bras, à l'en étouffer. Autour d'eux, R2-D2 et ses 3 PO décrivaient des cercles frénétiques. Quelques instants plus tard, les spectateurs envahirent la piste, soulevèrent Anakin du sol et le portèrent en triomphe en criant son nom à plein poumon. Qui-Gon échangea un sourire chaleureux avec Shmi. D'un signe de tête, il salua la performance de l'enfant. Décidément, Anakin Skywalker n'était pas n'importe qui. Lorsque la plateforme d'observation atteignit le sol, ses occupants en descendirent dans un beau désordre. Laissant Shmi, Padmé et Jar Jar se mêler à la liesse générale, le maître Jedi s'approcha des tribunes. Il monta l'escalier et parvint devant la loge privée de Watto au moment où plusieurs non-humains s'en éloignaient. Il plaisantait dans une myriade de langues et comptait avec ravissement les crédits et autres devises qu'il venait de gagner. Watto voltait au-dessus de la loge, les yeux rivés sur la foule exubérante. Un profond découragement s'affichait sur son visage à la peau bleue ridée. Dès qu'il aperçut Qui-Gon, sa mélancolie se transforma en fureur. Il piqua sur le maître Jedi. « Maudit sois-tu! Tu m'as escroqué !» Fou de rage, il sautillait dans les airs en face de Qui-Gon. « Tu savais que le gamin gagnerait! D'une façon ou d'une autre, tu le savais! Et j'ai tout perdu !» Qui-Gon eut un sourire bienveillant. « Quand on joue, mon ami, on prend le risque de perdre. Ce n'était pas ton jour. » Le sourire du Jedi disparut. « Fais livrer les pièces de l'hyperdrive dans le hangar principal. Je passerai plus tard à ta boutique pour que tu affranchisses le gamin. » Le toïdarien colla son museau contre le nez de Qui-Gon. « Pas question! Le pari n'était pas honnête !» Le Jedi le foudroya du regard. « Veux-tu en discuter avec les Hutt? Je suis sûr qu'ils seraient heureux de statuer sur la question. » Watto sursauta comme si un insecte l'avait piqué, ses yeux de fouine remplis de haine. « Non, j'en ai assez de tes ruses !» Il écarta théâtralement les bras. « Prends le gamin et fiche le camp !» Il se détourna et s'envola, le corps recroquevillé entre des ailes qui battaient furieusement. Qui-Gon le regarda s'éloigner, puis regagna la piste, l'esprit déjà tourné vers d'autres problèmes. Moins préoccupé par ses plans, il aurait sans doute repéré le droïde sonde Sith qui le suivait. L'arène se vida en 1 heure. Les modules de course retournés dans leur box ou remorqués vers des ateliers de réparation, le hangar principal était presque désert. Imperturbable, quelques droïdes mécanos nettoyaient les lieux. Dernier pilote encore sur place, Anakin s'affairait autour de son module de course endommagé et de ses moteurs. Sale, dépenaillé, les cheveux en bataille, il avait le visage couvert de sueur et de crasse. Sa veste était déchirée. Une tache de sang s'étalait sur son bras, à l'endroit où il s'était blessé avec un morceau de métal lors de son duel contre ses Bulba. À l'écart, avec Padmé et Shmi, Qui-Gon regardait pensivement le gamin faire le tour du module et de ses moteurs en compagnie de Jar Jar, de R2-D2 et de ses 3 PO. « Est-ce possible ?» se demanda-t-il pour la 100e fois. Il pensa à la manière dont l'enfant pilotait un bolide, à la maturité dont il faisait preuve, à son instinct. Était-ce possible? Qui-Gon remit ses questions à plus tard. Le conseil déciderait. Le maître Jedi s'éloigna des 2 femmes, s'approcha de l'enfant et s'agenouilla à côté de lui. « Tu n'as pas l'air très frais, Anakin, » dit-il gentiment. Les mains sur les épaules du gamin, il le regarda dans les yeux. « Mais tu t'en es bien tiré. » Avec un sourire rassurant, il essuya une traînée de crasse sur la joue d'Anakin. « Te voilà comme neuf. » Il ébouriffa les cheveux déjà hérissés de l'enfant et l'aida à bander son bras blessé. Shmi et Padmé approchèrent. Elles serrèrent le vainqueur dans leurs bras et le couvrirent de baisers, puis elles l'examinèrent avec soin, palpant ses joues et son front. « Hé, ça suffit !»
marmonna Anakin très embarrassé. Sa mère sourit et secoua la tête, admirative. Ce que tu as fait est merveilleux, Anakin. Tu comprends? Tu as rendu l'espoir à ceux qui l'avaient perdu. Je suis tellement fier de toi. Nous te devons tout, ajouta Padmé avec un regard à faire fondre une banquise. Anakin s'empourpra. Se sentir aussi bien est déjà une récompense, dit-il en souriant. Qui-Gon se dirigea vers le coin du hangar où les pièces de l'hyperdrive étaient chargées sur un chariot antigrave tiré par 2 éopies. Si Watto avait effectué la livraison comme promis, il ne s'était pas privé de maugréer et d'égrener un chapelet de menaces à peine voilé. Qui-Gon vérifia les fixations des conteneurs, jeta un coup d'œil dehors, il faisait très chaud, comme toujours vers midi, et retourna près de ses compagnons. « Padmé, Jar Jar, allons-y », ordonna-t-il. « Il est temps d'acheminer les pièces vers le vaisseau de la reine. » Sans cesser de rire et de parler, le petit groupe s'approcha des éopies. Padmé enlaça Anakin et l'embrassa une dernière fois, puis elle sauta sur le dos d'un animal, derrière Qui-Gon, et passa les bras autour de la taille du Jedi. Jar Jar bondit sur la 2e monture, emporté par son élan, il glissa le long du flanc opposé de la bête et s'écrasa sur le sol. R2-D2 lança un tri approbateur quand le Gungan, au second essai, parvint à se stabiliser sur son perchoir. Les remerciements et les au revoir fusèrent joyeusement. Pourtant, ce fut un moment pénible pour Anakin. Comme s'il désirait dire quelque chose à Padmé, il leva les yeux sur elle et ne réussit qu'à lui lancer un coup d'œil triste et troublé. Les éopies se mirent en route. Debout, près de ces 3 PO, Anakin et sa mère agitèrent la main en guise d'adieu. « Je vous ramènerai les éopies vers midi », promit Qui-Gon en se retournant. Padmé ne jeta pas un regard en arrière. Qui-Gon Jinn et ses compagnons sortirent de Mos Espa et s'enfoncèrent dans le désert de Tatooine. R2-D2 roulait devant les éopies à une allure martiale. Les soleils jumeaux approchaient de leur zénith et l'air surchauffé ondulait au-dessus du sable. Le trajet de retour jusqu'au vaisseau fut rapide et sans incident. Obi-Wan, qui les attendait, apparut au pied de la rampe d'accès dès qu'il les aperçut. Son visage encore juvénile exprimait une émotion intense. « Je commençais à m'inquiéter », déclara-t-il sans préambule. Qui-Gon mit pied à terre, puis aida Padmé à en faire autant. « Commence à installer le générateur d'hyperdrive », ordonna-t-il. « Je retourne à Mos Espa, un travail à finir. » « Un travail », répéta Obi-Wan, un sourcil levé. « Je n'en aurai pas pour longtemps. » Obi-Wan le dévisagea puis soupira. « Pourquoi ai-je l'impression que nous allons récupérer un autre chien perdu sans collier ?» Qui-Gon le prit par le bras et l'attira à l'écart. « Ce garçon nous a permis d'avoir le générateur, » dit-il. « L'échantillon de sang sur lequel tu as mesuré le taux de midi-chlorien lui appartient. » Obi-Wan croisa le regard du maître Jedi, le soutint un instant, puis s'éloigna. Au sommet d'une dune, à l'aplomb de la nef, dissimulée par la lumière des soleils jumeaux et les ondulations du sable, le droïde sonde Sith envoya son dernier message et quitta vivement les lieux. Anakin retourna chez lui avec sa mère et ses 3 PO. Toujours euphorique du fait de sa victoire, il se désolait pourtant du départ de Padmé. Jamais il n'avait pensé à ce qui arriverait s'il remportait la course et permettait par là même à Qui-Gon d'obtenir le générateur d'hyperdrive. Quand Padmé l'avait embrassé pour lui dire au revoir, il s'était enfin penché sur cette question. Profondément troublé, il aurait aimé l'implorer de ne pas partir, mais les mots avaient refusé de franchir ses lèvres. C'était sans doute préférable, car ils étaient absurdes. L'eût-elle souhaité, Padmé ne pouvait pas rester. Aussi muet qu'un droïde de protocole privé de vocodeur, Anakin l'avait regardé s'éloigner, conscient que c'était peut-être la dernière fois qu'il la voyait. Si c'était vrai, comment pourrait-il continuer à vivre? Quand ils eurent accompagné sa mère à la maison, Anakin se sentit incapable de tenir en place. Il conduisit ses 3 PO dans sa chambre et, après l'avoir désactivé, sortit prendre l'air. Selon Qui-Gon, il était dispensé de travailler chez Watto. Il pouvait donc faire comme bon lui semblait jusqu'au retour du Jedi. Refusant de penser à ce qui se passerait alors,
il se dirigea vers la rue principale de Mosespa. Dans tous les quartiers qu'il traversa, les gens le reconnurent et crièrent son nom. Il les salua et se dora avec délice au soleil de sa gloire. Même s'il ne parvenait toujours pas à assimiler sa victoire, il lui semblait avoir toujours su qu'il remporterait la course. Kitster apparut, puis Amy et Wald. Bientôt, une douzaine d'admirateurs l'entouraient. Il approchait de la ruelle menant à la rue principale quand un rhodien plus jeune, mais bien plus grand que lui, se dressa sur son chemin. Anakin avait triché, déclara le non-humain. Sinon, il n'aurait pas gagné, car les esclaves n'étaient jamais victorieux. Anakin attaqua si vite que le rhodien eut à peine le temps de parer un coup avant de se retrouver à terre. L'enfant frappait à coups redoublés. Il perdit conscience de tout, hormis sa colère, oubliant qu'elle était sans rapport avec sa victime, car elle avait pour source l'irrémédiable perte de Padmé. Soudain, Qui-Gon, revenu avec les Éopies, comme promis, se pencha sur Anakin. Il le tira en arrière, séparant les deux adversaires, et exigea de savoir ce qui se passait. Penaud, mais toujours furieux, l'enfant lui raconta toute l'affaire. Qui-Gon dévisagea le jeune rhodien et lui demanda s'il pensait toujours qu'Anakin avait triché. Les yeux rivés sur l'enfant, le non-humain affirma n'avoir pas changé d'avis. Qui-Gon mit une main sur l'épaule d'Anakin. En silence, il l'éloigna de la foule. « Tu vois, Anakin, fit-il pensif quand ils furent seuls. Te battre n'a modifié en rien sa position. Que tu les partages ou non, il faut apprendre à tolérer les opinions des gens. » Il raccompagna l'enfant et lui parla de la vie et de ses secrets sans retirer la main de son épaule, un contact qui réconforta Anakin. Quand ils furent en vue de la maison, le Jedi sortit de sous son poncho une bourse de cuir pleine de crédits. « Ils sont à toi, dit-il. J'ai vendu le module. » Il sourit. À un Doug très désagréable et très insistant. La bagarre et son motif aussitôt oublié, l'enfant accepta le cadeau avec un grand sourire. Il entra en trombe chez lui, suivi de Qui-Gon. « Maman! Maman !» cria Anakin quand il aperçut Shmi. « Devine ce qui est arrivé. Qui-Gon a vendu le module. Nous sommes riches !» Il laissa tomber la bourse dans les mains de Shmi et savoura sa stupéfaction. « Anakin !» s'exclama sa mère en regardant la bourse. « C'est merveilleux !» Elle leva les yeux pour chercher le regard de Qui-Gon qui s'avança vers elle. « Anakin est libre, dit-il. »« Quoi ?» demanda l'enfant ébahi. Qui-Gon tourna la tête vers lui. « Tu n'es plus un esclave. » Pétrifié, incrédule, Shmi dévisagea le Jedi. « Tu as entendu ça, maman ?» explosa Anakin avec des cris de joie, bondissant aussi haut qu'il en était capable. « C'est incroyable !» Pourtant c'était vrai, vrai de vrai. Il réussit à se calmer un peu. « Ça faisait partie du prix ?» demanda-t-il tout heureux. Qui-Gon lui sourit. « Contentons-nous de dire que Watto a reçu une leçon salutaire en matière de pari. » Toujours assommé par la nouvelle, Shmi Skywalker s'efforçait en vain de l'assimiler. Un coup d'œil sur le visage épanoui d'Anakin lui éclaircit les idées. Elle tendit les bras et le serra contre elle. « Tes rêves vont devenir réalité, Anakin, » murmura-t-elle. Radieuse, elle caressa la joue de son fils. « Tu es libre. » Elle lâcha l'enfant et se tourna vers Qui-Gon, les yeux brillants d'espoir. « Vous l'emmenez ? Il deviendra un Jedi ?» Cette idée enthousiasma Anakin. Il regarda Qui-Gon et attendit sa réponse. Le maître Jedi hésita. « Notre rencontre n'est pas le fruit d'une coïncidence. Rien n'arrive par hasard. La force est en toi, Anakin. Mais il se peut que le conseil ne t'accepte pas. » Anakin n'entendit pas les derniers mots de Qui-Gon. Pour lui, une seule chose comptait. Ses rêves et ses espoirs avaient une chance de se réaliser. « Un Jedi ?» cria-t-il. « Ça veut dire que j'irai sur votre vaisseau ? Avec vous ?» « Et avec Padmé. »
Cette pensée le frappa comme la foudre et le réjouit au point qu'il ne put ajouter un mot et se contenta d'écouter ce que le Jedi avait à dire. L'air sombre, Qui-Gon s'agenouilla près de lui. « Anakin, l'entraînement d'un Jedi est très compliqué. Il s'agit d'un défi. Et si tu réussis, ta vie ne sera pas facile. »« C'est ce que je veux, » répliqua l'enfant. « J'en rêve depuis toujours. » Il se tourna vers sa mère. « Je peux y aller, maman ?» Qui-Gon lui tapota l'épaule pour qu'il lui fasse face à nouveau. « C'est ton chemin, Anakin, » dit-il. « Toi seul peux choisir. » L'homme et l'enfant se dévisagèrent. Une vague d'émotion déferla sur Anakin, menaçant de l'emporter avec elle. Au cœur de cette tempête, un sentiment dominait. La joie d'avoir à portée de la main ce qu'il désirait le plus au monde, être un Jedi et sillonner la galaxie. Il regarda le visage fatigué de sa mère et lut la réponse dans ses yeux. Aujourd'hui, comme toujours, elle désirait ce qui serait le mieux pour lui. « Je veux venir, » déclara Anakin. « Alors il faut t'occuper de tes bagages, » répliqua le Jedi. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. »« Hourra !» cria l'enfant. Il sauta de joie, déjà pressé de partir. Il bondit sur sa mère, la serra dans ses bras avec force, puis la lâcha et courut vers sa chambre. Il était sur le seuil de la pièce quand il réalisa qu'il avait négligé quelque chose. Un frisson courut le long de son échine. Il se tourna vers Qui-Gon. « Et maman? Elle est libre aussi, n'est-ce pas? Et elle vient avec nous ?» demanda-t-il, son regard passant du Jedi à sa mère. Qui-Gon et Shmi Skywalker se regardèrent visiblement troublés. Anakin devina la réponse avant que le Jedi n'ouvre la bouche. « J'ai essayé d'obtenir la libération de ta mère, mais Watto n'a rien voulu entendre. Sur Tatooine, les esclaves confèrent un grand prestige à leur maître. » Anakin sentit sa gorge se serrer. « Mais l'argent de la vente ?» Qui-Gon secoua la tête. « C'est loin d'être suffisant. » Un lourd silence suivit. Shmi Skywalker s'approcha de son fils et s'assit sur une chaise. Elle prit les mains de l'enfant, l'attira à elle et chercha son regard. « Anakin, ma place est ici, » dit-elle. « Et mon avenir aussi. Il est temps que tu partes loin de moi. Je ne peux pas t'accompagner. » Anakin déglutit avec peine. « Dans ce cas, je ne pars pas. Je refuse que les choses changent. » Sa mère lui sourit tendrement. « On ne peut pas les en empêcher. Ce serait comme vouloir interdire à nos soleils de se coucher. Fie-toi à tes sentiments, Anakin. Tu sais ce qui est juste. » Anakin prit une longue inspiration et baissa la tête. En lui, la joie était morte, et l'enthousiasme s'évanouissait. Puis il sentit les mains de sa mère serrer les siennes. Ce contact lui donna la force de faire ce qu'il devait faire. Pourtant, quand il leva de nouveau la tête, des larmes perlaient à ses paupières. « Tu me manqueras tellement, maman, » soupira-t-il. « Je t'aime, Anakin, » dit Shmi en lui lâchant les mains. « À présent, dépêche-toi. » Dans sa chambre, Anakin regarda autour de lui avec une stupéfaction croissante. Il partait sans savoir quand il reviendrait. Jamais il n'avait quitté Mos Espa, ni connu personne d'autre que ses habitants et les voyageurs qui commerçaient avec eux. L'enfant avait rêvé de mondes différents et de vies différentes, et il voulait devenir un pilote de vaisseau stellaire et un Jedi. Mais être au seuil d'une nouvelle existence, aussi désirable fût-elle, le bouleversait. Voir ses rêves se réaliser était un sacré choc. Il se souvint du vieux loup de l'espace qui affirmait qu'Anakin Skywalker ne resterait pas toute sa vie un esclave. Combien il avait souhaité que cette prédiction se réalise. Mais il n'avait jamais envisagé de laisser sa mère derrière lui. Il essuya les larmes qui roulaient sur ses joues, lutta contre celles qui lui montaient encore aux yeux, et tendit l'oreille pour écouter ce que Shmi et le Jedi disaient dans la pièce adjacente. « Merci, » souffla Shmi. « Je veillerai sur lui, vous avez ma parole, » la rassura Qui-Gon. « Supporterez-vous le choc ?»
Anakin n'entendit pas la réponse de sa mère. Mais elle ajouta « Il est resté si peu de temps avec moi. » Sa voix mourut. Anakin se força à cesser d'écouter et entreprit de fourrer ses vêtements dans un sac. Comme il ne possédait pas grand-chose, l'opération ne lui prit pas longtemps. Il inspecta une dernière fois la chambre, se demandant ce qu'il avait pu oublier. Ses yeux se posèrent sur C3PO, assis sur l'établi où il l'avait laissé. Il activa le droïde de protocole qui inclina la tête et braqua sur lui ses yeux dénués d'émotion. « Eh bien, C3PO, je vais partir. Je suis libre et j'embarque sur un vaisseau. Que dire de plus ?» Le droïde hocha la tête. « Messire Anakin, vous êtes mon créateur, et je vous souhaite bonne chance. Cela étant, je me sentirais mieux si je n'étais pas aussi nu. » Anakin soupira. « Désolé de ne pas t'avoir terminé, C3PO. Tu méritais bien d'avoir une carrosserie parfaite, et tout ce qui va avec. Travailler sur toi me manquera. Tu as été un formidable ami. Je demanderai à maman de ne jamais te vendre. Au revoir. » L'enfant prit son sac et sortit. « Me vendre ?» gémit le droïde dans son dos. Décidé à affronter son destin, Anakin fit ses adieux à sa mère et quitta la maison en compagnie de Qui-Gon. À peine avait-il parcouru 10 mètres que Kitster, qui les suivait depuis le pugilat avec le Rhodien, se précipita vers eux. « Où vas-tu, Anakin ?» demanda-t-il. « Je suis libre, Kitster. Je pars avec Qui-Gon à bord d'un vaisseau spatial. » Kitster écarquilla les yeux, la bouche ouverte sur une exclamation muette. Anakin plongea une main dans sa poche et en sortit une poignée de crédit. « C'est pour toi. » Kitster regarda l'argent et leva les yeux sur Anakin. « Est-ce que tu dois vraiment partir? Tu es un héros. Reste donc. » « commença Anakin. Il regarda par-dessus l'épaule de Kitster. Sur le seuil de la maison, sa mère le couvait des yeux. « Il tourna la tête vers Qui-Gon qui l'attendait un peu plus loin. « Je ne peux pas. »« Alors, » soupira Kitster. « Alors, » répéta Anakin. « Merci pour tout, Anakin. » Les yeux humides, Kitster accepta les crédits. « Tu es mon meilleur ami. »« Je ne l'oublierai pas, » promit Anakin en se mordant les lèvres. Il serra Kitster dans ses bras avant de courir rejoindre Qui-Gon. Avant d'atteindre le Jedi, il se retourna une dernière fois. Voir sa mère le bouleversa. Il resta un instant cloué sur place, pétrifié, déchiré par des émotions contradictoires. Et ses résolutions toutes fraîches s'évanouirent. Il courut vers Shmi, les joues ruisselantes de larmes. « Je ne peux pas, maman, » gémit-il en s'accrochant à elle. « Je ne peux pas. » Tremblant, secoué de sanglots et l'esprit vide, il se serrait contre sa mère, incapable d'autre chose. Shmi le laissa s'abandonner un moment dans sa chaleur rassurante, avant de le repousser. Elle s'agenouilla devant lui, le visage grave. « Anakin, te souviens-tu du jour où tu es monté sur une dune pour disperser des bantas afin qu'ils ne se fassent pas tuer? Tu avais 5 ans. À cause de la chaleur, tu t'es évanoui plusieurs fois, persuadé que tu n'y arriverais pas. » En pleurs, Anakin hocha la tête. Shmi chercha son regard. « Aujourd'hui, tu dois de nouveau relever un défi qui te paraît trop dur. Je connais ton courage, mon fils. Tu réussiras. » L'enfant ravala ses larmes, convaincu que sa mère se trompait. Pourtant, elle avait décidé qu'il devait partir, même si cela lui semblait au-dessus de ses forces. « Est-ce que je te reverrai un jour ?» demanda-t-il, exprimant ainsi la plus terrible de ses peurs. « Que te dit ton cœur ?» répliqua Shmi. « Je n'en sais rien. Il me répond oui, je crois. Alors nous nous reverrons. » Anakin inspira profondément. Ses pleurs avaient cessé. « Je serai bientôt un Jedi, » affirma-t-il. Il essuya les dernières larmes qui brillaient encore sur ses joues. « Et je reviendrai te libérer, maman. C'est juré. » Sa mère l'embrassa. « Où que tu ailles, mon petit,
Mon amour te suivra. Maintenant, sois courageux et ne regarde pas derrière toi. Je t'aime, maman. Elle le serra contre elle une dernière fois, puis elle le prit par les épaules pour l'orienter dans la bonne direction. « Ne te retourne plus, Anakin, » murmura-t-elle en le poussant gentiment. Son sac sur l'épaule, Anakin s'éloigna de sa mère, le regard rivé bien au-delà de l'endroit où l'attendait Qui-Gon. Il dépassa le maître Jedi et lutta contre les larmes qui menaçaient toujours de perler à ses paupières. Quelques minutes plus tard, sa mère et sa maison furent vraiment derrière lui. Ils passèrent par la boutique de Watto. Le Toïdarien avait rempli les documents attestant de la libération d'Anakin. L'émetteur qui enchaînait l'enfant à sa vie d'esclave fut désactivé de manière permanente. Plus tard, une intervention chirurgicale l'en débarrasserait. Quand ils le quittèrent, Watto maudissait toujours l'injustice de la vie. Sur l'insistance d'Anakin, ils firent un détour par le magasin de fruits de Jira. L'enfant, un peu remis de la douleur de la séparation d'avec sa mère, s'approcha de la vieille femme et posa une poignée de crédit dans ses paumes ridées. « Je suis libre, Jira, et je m'en vais. Avec cet argent, achète l'unité de réfrigération dont tu as besoin. Ça m'évitera de m'inquiéter pour toi. » Ébahi, Jira regarda les crédits et hocha la tête. « Je peux te serrer dans mes bras ?» demanda-t-elle. Sans attendre sa réponse, elle l'enlaça, les yeux clos. « Tu me manqueras, Anakin. » Elle le lâcha. « Il n'y a pas de garçon plus gentil que toi dans la galaxie. Sois prudent. » Anakin se détourna et courut rejoindre Qui-Gon, visiblement pressé de quitter les lieux. Silencieux, ils longèrent les rues, l'enfant se remplissant les yeux de toutes ces choses qu'il ne reverrait plus, pensant à sa vie passée et lui faisant ses adieux. Perdu dans ses souvenirs, il sursauta quand Qui-Gon saisit son sabre laser, l'activa et l'abattit dans une ruelle sombre nichée entre deux bâtiments. La lame rencontra un objet métallique qui explosa à son contact. Qui-Gon désactiva son sabre laser et s'agenouilla pour examiner les débris qui crépitaient encore sur le sable. Une odeur acide d'ozone et de brûlé flottait dans l'air sec de Tatooine. « Qu'est-ce que c'était » demanda Anakin. Qui-Gon se releva. « Un droïde sonde. Mais ce modèle est très inhabituel. Je n'en ai jamais vu de semblable. » Le Jedi regarda autour de lui, l'air inquiet. « Viens, Anakin, » ordonna-t-il. Ils s'enfurent à grandes enjambées. Chapitre 15. Qui-Gon Jinn et Anakin passèrent rapidement des rues bondées de Mos-Espa à celles de ces faubourgs beaucoup moins fréquentés. Les yeux et l'esprit du Jedi étaient aux aguets. Si les premiers sondaient les paysages arides de Tatooine, le second explorait la force. Prévenu par son instinct de la présence du droïde sonde, Qui-Gon, grâce à son entraînement de Jedi et à son contrôle de la force, sentait l'approche d'un plus grand danger. Une modification de l'équilibre des choses annonçait une intrusion dans l'harmonie de la force. On eût dit qu'une masse obscure tombait en elle comme une énorme pierre. Une fois dans le désert, le maître Jedi accéléra encore le pas. Le vaisseau apparut bientôt, sa forme sombre évoquant un havre de paix. Qui-Gon entendit Anakin l'appeler. Malgré ses efforts pour suivre le rythme, l'enfant était à la traîne. Quand il se retourna pour crier des encouragements à son petit compagnon, le Jedi aperçut le speeder et son pilote en uniforme noir qui fonçaient vers eux. « À terre, Anakin !» L'enfant se jeta à plat ventre sur le sable. Une seconde plus tard, le speeder le frôlait avant de continuer sa course vers Qui-Gon qui brandissait déjà son sabre laser activé. Véhicule oblong, apparemment sans armes, à l'évidence il était conçu pour la vitesse et la maniabilité, pas pour la puissance de feu, le speeder atteindrait bientôt sa proie.
Si l'engin ne rappelait au Jedi rien qu'il ait vu de ses propres yeux, il éveilla en lui de lointaines réminiscences. Le pilote émergea de l'éclat aveuglant des soleils de Tatooine et se révéla enfin. Sous les cornes rabougries qui couronnaient son crâne chauve, des tatouages rouges et noirs dessinaient d'étranges motifs géométriques sur son visage. Bien qu'il fût humanoïde, ses yeux réduits à de simples fentes et ses crocs évoquaient irrésistiblement un prédateur. Le cri qu'il poussa était bien celui d'un chasseur qui aperçoit sa proie. Il n'avait pas fini de retentir quand le pilote, après avoir survolé Qui-Gon, fit faire un demi-tour serré à son engin. Après avoir coupé les propulseurs, il sauta de selle. Armé d'un sabre laser très différent de celui du Jedi, il l'abattit sur son adversaire avant même d'avoir touché le sol. Surpris par la férocité et la vitesse d'exécution du guerrier, Qui-Gon para le coup de justesse avec sa lame. L'attaquant s'écarta dans un tourbillon de cape noire, puis frappa de nouveau. Sur son visage se lisait une frénésie meurtrière qui promettait un duel à mort. Anakin se releva et regarda les deux combattants, incapables de décider ce qu'ils devaient faire. Tandis qu'ils luttaient pour ne pas perdre de terrain, Qui-Gon l'aperçut du coin de l'œil. « Anakin, va-t'en !» cria-t-il. Son adversaire approcha de nouveau et le força à reculer en frappant sous tous les angles possibles. Le maître Jedi comprit qu'il affrontait un être formé à l'art du combat des Jedi. Pire encore, ce guerrier compétent et dangereux était plus jeune, plus vif et plus fort que lui. Conséquence logique, il prenait rapidement l'avantage. Qui-Gon esquivait et parait, mais aucune possibilité de rompre l'engagement ne s'offrait à lui. « Anakin !» cria-t-il de nouveau, s'apercevant que l'enfant n'avait pas bougé. « Cours à la nef! Dis-leur de décoller! Vite !» Tandis qu'il ripostait aux attaques du guerrier tatoué avec une détermination renouvelée, Qui-Gon vit l'enfant se mettre enfin en mouvement. La peur au ventre, Anakin Skywalker passa à côté des duellistes et courut vers la nef Naboo, posée à moins de 300 mètres de là, sa coque noire brillant sous la lumière de l'après-midi. La rampe d'accès était déployée, mais il n'y avait aucun signe de l'équipage. Couvert de sueur, Anakin accéléra. Le cœur près d'exploser, il atteignit la rampe, la gravit et déboula dans le navire. Il était encore dans le sas quand Padmé et un homme à la peau noire apparurent. Dès qu'elle le vit, la jeune fille écarquilla les yeux. « Qui-Gon a des problèmes !» haleta Anakin. « Il vous ordonne de décoller !» L'homme approcha. « Qui es-tu » demanda-t-il soupçonneux. Padmé prit Anakin par le bras et le tira hors du sas. « C'est un ami, » dit-elle. « Il faut se dépêcher, capitaine. » Tout en courant vers le poste de pilotage, Anakin, rouge écarlate et fou d'angoisse, essayait de raconter à son ami ce qui était arrivé, les mots se bousculant à ses lèvres. Padmé s'efforça de le calmer, hocha la tête pour lui faire part de sa compréhension et l'implora de se presser. Dans la cabine, ils trouvèrent deux hommes occupés à vérifier le tableau de commande de la nef. Quand ils se retournèrent, Anakin vit que l'un des deux portait sur la poitrine un insigne de pilote. À la coupe de cheveux et aux vêtements du deuxième homme, l'enfant devina que c'était un Jedi. « Qui-Gon est en danger !» cria Padmé. « Il dit qu'on doit décoller !» ajouta Anakin. Le Jedi se releva d'un bond. Beaucoup plus jeune que Qui-Gon, il avait des traits réguliers et un regard intense, les cheveux ras, hormis une tresse qui lui tombait sur l'épaule droite. « Où est-il » demanda-t-il. Sans attendre la réponse, il se tourna vers la baie d'observation et sonda les dunes. « Je ne vois rien », constata le pilote qui regardait par-dessus son épaule. « Par là !» cria le Jedi dont les yeux d'aigle avaient capté un mouvement dans la direction de Mos Espa. « Rick, décolle et vole en rase-motte !» Rick s'installa à la place du pilote. Les autres, Anakin compris, cherchèrent un siège. Avec un grondement, les répulseurs s'activèrent et une fois la rampe d'accès repliée, le vaisseau luisant s'éleva dans les airs. « Par là !» répéta le Jedi, l'index pointé. Qui-Gon Jinn était toujours aux prises avec son démoniaque adversaire.
Comme s'ils dansaient un étrange ballet, les combattants disparurent derrière une dune pour réapparaître l'instant d'après, leurs sabres laser crépitant d'étincelles chaque fois qu'ils se heurtaient. Du sable et des petits cailloux tournoyaient autour d'eux. Les longs cheveux du maître Jedi qui tourbillonnaient dans son dos contrastaient avec la tête cornue mais parfaitement chauve de son adversaire. Maintenant son vaisseau à peine plus haut qu'un speederbike, Rick s'approcha des deux combattants. Pour l'instant, le guerrier vêtu de noir leur tournait le dos. Anakin retint son souffle quand la main du pilote vola vers la touche qui commandait la rampe d'accès. « Accrochez-vous !» ordonna-t-il. Tous se figèrent. Les duellistes disparurent dans une colonne de sable violemment éclairée par les soleils jumeaux de Tatooine. Qui-Gon reparut. Il sauta sur la rampe d'accès et agrippa une traverse afin de garder l'équilibre. Rick salua l'exploit d'un sifflement et continua à batailler pour garder la nef en position stationnaire. Le guerrier cornu poursuivait déjà sa proie. Il émergea de la colonne de sable et de lumière et bondit sur la rampe au moment où la nef s'élevait. Malgré le tangage du vaisseau, il parvint à ne pas tomber. Ses yeux brûlaient de rage. Qui-Gon attaqua. Il fondit sur l'homme et le repoussa vers le bord de la rampe, au bord d'un gouffre de 20 mètres. Comme le duel recommençait, Rick décida de garder la même position. Prendre plus d'altitude eût été trop dangereux tant que Qui-Gon restait exposé. Le maître Jedi et son adversaire apparurent sur l'écran qui balayait la rampe. Couverts de sueur, les deux hommes semblaient ne pas avoir perdu une once de leur détermination. « Qui-Gon » murmura le deuxième Jedi. Il regarda un instant la bataille, puis se détourna, sortit de la cabine de pilotage et s'engagea dans le couloir. Sur l'écran, Anakin vit Qui-Gon reculer pour prendre de l'élan. Il leva son sabre laser et, le tenant à deux mains, l'abattit sur son adversaire. Celui-ci para le coup de justesse, mais il perdit l'équilibre. L'impact le projeta en arrière. Il tomba de la rampe d'accès et s'écrasa sur le sable. Comme si de rien n'était, il se releva aussitôt. Mais la chasse avait pris fin. Ses yeux jaunes remplis de frustration, il regarda la rampe d'accès se replier. La nef fila dans le ciel comme une flèche. Avant que le pilote accélère, Qui-Gon avait eu le temps de ramper jusqu'au sas et d'y entrer. Perclus de douleur, les vêtements couverts de poussière et trempés de sueur, il gisait sur le sol métallique glacé. Il respira profondément, attendant que son cœur cesse de battre la chamade. Sa vie n'avait tenu qu'à un fil, et cette idée le perturbait. Son adversaire l'avait poussé dans ses derniers retranchements. La conclusion s'imposait. Il se faisait vieux et il n'aimait pas ça. Obi-Wan et Anakin entrèrent dans le sas et l'aidèrent à se relever. Déterminer lequel des deux était le plus inquiet eût été difficile. Cette observation arracha un sourire au maître Jedi. « Vous allez bien » demanda Anakin l'air soucieux. Qui-Gon hocha la tête avant de s'épousseter. « Je crois. Voilà une surprise que je ne suis pas prêt d'oublier. » Quelle sorte de créature était-ce? S'enquit Obi-Wan un sourcil levé. Il veut y retourner et reprendre les choses où je les ai laissées, pensa Qui-Gon. Je n'en suis pas sûr, mais une chose est certaine, les techniques des Jedi n'ont pas de secret pour ce guerrier. Je crois qu'il en avait après la reine. Il va nous suivre? S'inquiéta Anakin. Une fois dans l'hyperespace, nous serons momentanément en sécurité, éluda le maître Jedi. Mais je suis convaincu qu'il connaît notre destination. Il nous a trouvés une fois, donc il peut recommencer. Qu'allons-nous faire? Voulut savoir Anakin. Obi-Wan interrogea l'enfant du regard sur ce qu'il entendait par ce « nous ». Anakin ne détourna pas les yeux et resta impassible. « Nous ferons preuve de patience », répondit Qui-Gon. « Anakin Skywalker, je te présente Obi-Wan Kenobi. »« Ravi de vous rencontrer, » dit l'enfant rayonnant. « Vous êtes aussi un chevalier Jedi, pas vrai ?» Kenobi regarda Anakin, puis se tourna vers Qui-Gon et roula des yeux désespérés. Ils gagnèrent la cabine où Ricolier préparait la nef au passage dans l'hyperespace. Après avoir présenté Anakin à ses compagnons,
Qui-Gon s'approcha de la console de pilotage. « Paré à plonger dans l'hyperespace », annonça Rick. « Espérons que le générateur fonctionnera », dit Qui-Gon. « Sinon, c'est Watto qui aura eu le dernier mot. » Tous se massèrent autour de Rick quand il posa les mains sur les commandes et activa l'hyperdrive. Il y eut un bref gémissement, puis les étoiles derrière la baie d'observation se transformèrent en longues traînées blanches aux reflets argentés. La nef fila dans l'hyperespace, laissant Tatooine loin derrière elle. Il faisait nuit sur cette face de la planète Naboo, mais le silence de Sid était plus profond que celui qui enveloppait à l'accoutumée les habitants désireux de s'endormir. Dans la salle du trône richement aménagée, qui était autrefois le seul domaine de la reine Amidala, une étrange assemblée de créatures attendait que la condamnation de Sio Beeble soit prononcée. Nut Gunray, vice-roi de la Fédération du commerce, avait organisé la réunion, convoquant Rune Aako, plusieurs autres Neimoïdiens, le gouverneur, quelques officiels Naboo au service de la reine et une escouade de droïdes de combat chargés de surveiller les prisonniers. Nut Gunray était assis sur une mécano-chaise. Ce déambulateur lui permettait d'aller d'un bout de la pièce à l'autre. Les jambes de métal répondaient à une simple pression de ses doigts sur les touches. La machine amena Gunray jusqu'à Sio Beeble et les officiels Naboo, ses armatures de métal se déplaçant avec une précision millimétrique, permettant à Nut Gunray de rester vigilant face à l'angoisse qu'il remarqua dans les yeux des notables massés derrière Beeble. Le gouverneur, lui, n'avait pas peur. Inébranlable, le regard arrogant, la tête droite, il faisait face à Gunray sans cacher sa colère et sa détermination. Le Neimoïdien lui envoyait un regard furieux. Sio Beeble commençait à lui taper sur les nerfs. « Quand allez-vous arrêter cette absurde résistance ?» cria Gunray penché en avant pour souligner son déplaisir. « Vice-roi, j'arrêterai quand la reine, votre reine, est absente, et son peuple crève de faim. Les Naboo ne se laisseront pas intimider. Même si ça doit coûter la vie à des innocents, vous devriez vous inquiéter pour votre peau. Gouverneur, le coupa Gunray. Il y a de fortes chances que vous soyez le prochain à mourir. » À bout de patience, le vice-roi tremblait de colère. « Assez de cette comédie! Qu'on l'emmène !» Les droïdes de combat séparèrent Sio Beeble de ses collègues et le poussèrent vers la sortie. « Cette invasion ne vous rapportera rien !» cria le gouverneur. « Nous sommes une démocratie. Le peuple a tranché, vice-roi. Il ne vivra pas sous le joug d'un tyran. » La fin de sa tirade fut épargnée à Gunray car les droïdes lui firent prestement franchir la porte. Silencieux et abattus, les autres Naboo le suivirent. Le Neimoïdien les regarda sortir, puis se tourna vers OOM-9, le chef des droïdes, qui approchait, son visage métallique aussi inexpressif qu'à l'accoutumée. « Mes soldats sont prêts à fouiller les marécages pour découvrir les villages immergés, à supposer qu'ils existent, » dit-il de sa voix atone. « S'il y a quelque chose à trouver, ce ne sera pas long. » Nut Gunray hocha la tête et congédia distraitement le droïde. Il se fichait des sauvages qui peuplaient les marécages. D'ailleurs, il serait bientôt écrasé. La planète était quasiment sous son contrôle. Un peu calmé, il se cala dans son étrange siège. Désormais, il lui suffisait d'attendre que les seigneurs Sith lui ramènent la reine, et il n'aurait certainement pas de mal à accomplir leur mission. Et tant que ce ne serait pas fait, Gunray ne serait pas vraiment heureux. Sur le transport de la reine, Anakin était assis dans un coin de la salle centrale. Tremblant comme une feuille, il cherchait un moyen de se réchauffer. Tous les autres dormaient. Après un court moment de sommeil agité, l'enfant s'était réveillé, surpris par le silence et paralysé par autre chose que le froid. Vautré sur une chaise, Jar Jar ronflait comme un sonneur. Rien au monde ne pouvait empêcher le Gungan de dormir ou de manger. Anakin esquissa un sourire. Près de lui, quasiment silencieux, ses voyants clignotant doucement, R2-D2 se reposait. Anakin sonda l'obscurité et s'exhorta à vaincre son inertie. Mais ses rêves le hantaient toujours. Dès qu'il pensait à sa mère et à sa maison, plus rien n'allait. Shmi lui manquait tellement.
Il avait espéré que l'éloignement mettrait un baume sur sa blessure, mais ce n'était pas le cas. Tout lui rappelait sa mère. Et quand il fermait les yeux, c'était encore son visage fatigué et anxieux qui apparaissait sur l'écran noir de ses pensées. Les larmes lui montèrent aux yeux et coulèrent sur ses joues sans qu'il cherche à les retenir. Avait-il commis une erreur en suivant le Jedi? Devait-il rentrer chez lui? Mais il ne le pouvait plus, et il ne le pourrait peut-être jamais. Une silhouette entra dans la pièce. À la lueur de l'écran qu'elle activa, Anakin reconnut le doux visage de Padmé. Immobile comme une statue, elle sélectionna un enregistrement et regarda Sio Beeble implorer la reine Amidala de revenir chez elle pour sauver son peuple de la famine et l'aider en ces temps difficiles. Quand l'enregistrement fut terminé, Padmé éteignit l'écran et resta immobile, la tête inclinée, le regard dans le vide. Que faisait-elle? Se demanda Anakin. Elle dut sentir qu'on l'observait, car elle se retourna brusquement vers l'endroit où Anakin était accroupi. Son superbe visage marqué par la lassitude, elle s'en approcha et s'agenouilla près de l'enfant qui tentait vainement d'arrêter de pleurer et de trembler. Voilà qu'il était comme nu devant elle. « Ça va, Anakin? Il fait froid. » Souriante, Padmé enleva son châle et le posa sur les épaules d'Anakin. « Tu viens d'une planète très chaude, Anakin. L'espace est glacial. » Anakin s'emmitoufla dans l'épais tissu. « Tu as l'air triste ?» dit-il. Si Padmé saisit la touche d'ironie qu'il y avait dans sa remarque, elle ne la releva pas. La reine s'inquiète. Son peuple souffre et meurt. Elle doit convaincre le Sénat d'intervenir. Sinon... Sa voix mourut comme si elle refusait de prononcer certains mots. « J'ignore ce qui arrivera, » conclut-elle. Ses yeux se détournèrent d'Anakin pour fixer il ne savait trop quoi. « J'ignore aussi ce qui m'arrivera, » avoua l'enfant. « Je ne sais même pas si je reverrai... » Il se tut, la gorge serrée. Puis il prit une grande inspiration, fronça les sourcils et plongea une main dans sa poche. « Voilà, » dit-il. « Je l'ai fait pour toi. Comme ça, tu ne m'oublieras pas. Je l'ai sculpté dans un petit bout de Japor. Prends-le, il te portera chance. » Il lui tendit un pendentif en bois délicatement ciselé. Padmé l'étudia un moment, les yeux plissés pour mieux voir dans la pénombre, puis se le passa au cou. « Il est splendide, mais je n'avais pas besoin de ça pour me souvenir de toi. » Elle lui sourit. « Comment oublier mon futur mari ?» Elle baissa les yeux sur le pendentif et le caressa. « Beaucoup de choses changeront quand nous atteindrons Coruscant, Anakin, mais pas mon affection pour toi. »« Je sais, et j'en aurai toujours pour toi, mais ma... » Sa voix se brisa, et ses larmes se remirent à couler de plus belle. « Ta mère te manque, » dit la jeune fille. Anakin hocha la tête, incapable d'ajouter un mot. Padmé Nabéri l'attira vers elle et le serra dans ses bras. Chapitre 16. Avant même de l'avoir vue d'assez près pour en comprendre la raison, tout étranger abordant Coruscant devinait que ce monde était différent des autres. Les vétérans de l'espace les plus endurcis étaient surpris par l'aspect de la planète. Au lieu d'apercevoir les taches bleues et blanches des globes encore verdoyants et exempts de pollution, l'œil captait l'étrange éclat argenté du soleil se reflétant sur du métal. L'impression n'était pas trompeuse. Les temps où Coruscant avait une apparence naturelle étaient révolus depuis des lustres. La capitale s'était étendue au cours des siècles, bâtiment après bâtiment, jusqu'à couvrir la planète. Les forêts, les océans et autres formations naturelles avaient été submergées. L'atmosphère, filtrée par des régulateurs d'oxygène, transitait par des systèmes de purification. Quant à l'eau, on la collectait et la stockait dans des bassins artificiels. Les animaux terrestres, les poissons et les plantes restaient visibles dans les musées ou dans des réserves aménagées, au climat soigneusement contrôlé. Tandis que le transport royal descendait lentement vers la surface,
Anakin vit que Coruscant était hérissé de gratte-ciel pointés vers les étoiles comme autant de lances. On eût dit qu'une armée de géants pétrifiés obstruait l'horizon dans toutes les directions. Ébahi, l'enfant cherchait une rupture dans cet alignement infini de constructions. Bien entendu, il n'en trouva pas. Il regarda Rick Ollier qui lui sourit gentiment. « Coruscant, capitale de la République », annonça le pilote. « Une cité-planète unique en son genre. » Il grimaça. « Un chouette endroit à visiter, mais je ne voudrais pas y vivre pour un empire. »« C'est si grand !» souffla Anakin. Ils descendirent dans une voie d'accostage et slalomèrent entre les bâtiments le long des lignes de guidage magnétique destinées aux véhicules volants. Rick se lança dans des explications techniques qu'Anakin écouta d'une oreille distraite, car il était toujours captivé par le gigantisme de la cité. Derrière le pilote et l'enfant, Obi-Wan s'activait en silence. Recroquevillé dans un coin, Jar Jar tendait le cou au-dessus de la console pour regarder par la baie d'observation. À l'évidence, il était terrifié par ce qu'il voyait. Certain que le Gungan regrettait déjà son marécage natal, Anakin songea qu'il préférait de beaucoup le désert à cette jungle de métal. La nef ralentit, s'extirpa de la voie de circulation et se dirigea vers une plateforme d'atterrissage qui flottait près d'un groupe de tours géantes. Dubitatif, Anakin étudia ces bâtiments. Hauts de plusieurs centaines de mètres, ils devaient avoir une multitude d'étages. Pris de vertige, l'enfant détourna les yeux. La nef se posa en douceur sur la plateforme d'atterrissage. Ses systèmes antigraves se verrouillèrent. La reine attendait déjà dans le couloir, accompagnée de ses suivantes, d'une poignée de gardes et du capitaine Panaka. Elle fit un signe à Qui-Gon pour lui indiquer d'ouvrir la marche. Après avoir souri à Padmé, Anakin suivit le Jedi jusqu'au sas. Celui-ci s'ouvrit et la rampe d'accès se déplia. Les deux Jedi, Anakin et Jar Jar, sortirent sous le soleil de Coruscant. L'enfant se concentra pour ne pas être désorienté, un exercice difficile étant donné le paysage qui l'entourait et la hauteur à laquelle il se trouvait. Pour ne pas risquer de faire un faux pas et de basculer dans le vide, il garda les yeux rivés sur ses pieds ou sur Qui-Gon. En bas de la rampe, deux hommes vêtus des toges de fonction du Sénat de la République attendaient en compagnie d'un groupe de gardes républicains. Qui-Gon s'approcha d'eux et s'inclina pour les saluer. Anakin et Jar Jar l'imitèrent, même si seul l'enfant savait devant qui et pourquoi il faisait la révérence. La reine Amidala apparut, splendide dans sa robe noire et dorée. Sa coiffe de plumes dansait au rythme de ses mouvements tandis qu'elle descendait la rampe. Ses suivantes l'entouraient, drapées dans leurs manteaux, le visage à peine visible sous leur capuche. Le capitaine Panaka et ses gardes Naboo fermaient la marche. Amidala s'immobilisa devant les deux hommes et regarda celui dont le visage avenant trahissait une grande anxiété. Le sénateur Palpatine, représentant de la reine au Sénat, avança d'un pas et fit une révérence, les mains croisées sous les manches de sa tunique bleu-vert. « Vous voir vivante et en bonne santé est un grand soulagement, Votre Majesté, » déclara-t-il. « Puis-je vous présenter le chancelier suprême Valorum ?» Valorum était un homme de haute taille, aux cheveux argentés. Son âge aurait été difficile à déterminer, car il ne semblait ni jeune ni vieux. Son maintien et sa voix évoquaient la puissance, mais son visage et ses yeux d'un bleu saisissant étaient las et inquiets. « Bienvenue, Votre Grâce, » dit-il avec un pâle sourire. « C'est un honneur de vous rencontrer. Sachez que tout le monde ici est préoccupé par la situation de Naboo. J'ai convoqué une session extraordinaire du Sénat pour que vous puissiez présenter votre requête. » La reine soutint le regard du chancelier sans qu'un muscle ne bouge sur son visage maquillé de blanc, aussi froid que de la glace. « Je vous suis reconnaissante de penser à mon peuple, chancelier, » dit-elle. Anakin vit que Padmé le regardait sous sa capuche. Quand il se tourna vers elle, il eut droit à un clin d'œil et s'empourpra aussitôt. Palpatine montra à la reine la navette qui les attendait. « Il reste quelques soucis de procédure, mais je crois que nous pourrons les surmonter, »
dit-il en conduisant Amidala et sa suite sur la rampe d'accès de la navette. Anakin et Jar Jar leur emboîtèrent le pas, mais l'enfant s'arrêta net quand il constata que Qui-Gon et Obi-Wan étaient restés près du chancelier. Ne sachant pas où aller, Anakin interrogea Qui-Gon du regard. La reine et ses compagnons ralentirent aussi. D'un geste, Amidala indiqua à Anakin et au Gungan de les suivre. L'enfant regarda de nouveau Qui-Gon, qui hocha affirmativement la tête. Anakin et Jar Jar entrèrent dans la navette et s'assirent sur les sièges du fond. Palpatine se retourna pour les examiner, l'air franchement dubitatif. Puis il s'intéressa de nouveau à la reine. « Missa pas me sentir très bien ici, Anakin !» souffla le Gungan. Anakin approuva du chef et serra les lèvres pour paraître plein de détermination. Ils parcoururent une courte distance jusqu'à un nouvel ensemble de tours et se posèrent sur une plateforme réservée aux navettes. Quand ils eurent débarqué, Palpatine les conduisit dans ses appartements, dont une partie avait été préparée pour la reine et son entourage. Anakin et Jar Jar furent logés dans la même chambre, et on les laissa seuls le temps qu'ils se rafraîchissent. Quand ce fut fait, une des suivantes, ce n'était pas Padmé, à la vive déception d'Anakin, vint les chercher et les mena dans l'antichambre du bureau de Palpatine. « Attendez ici, » dit-elle avant de s'éclipser. La porte étant ouverte, Anakin et Jar Jar purent jeter un coup d'œil dans le bureau. La reine était là, vêtue d'une robe en velours pourpre dont les manches larges cascadaient gracieusement sous ses bras. Une couronne incrustée de perles reposait sur sa tête. Assise sur un fauteuil, elle écoutait le sénateur. Deux de ses suivantes se tenaient à sa droite, toujours vêtues de leur manteau et dissimulées par leur capuche. Anakin les observa et conclut qu'aucune n'était Padmé. Il eut envie d'aller la retrouver au lieu de rester là à ne rien faire, mais il ignorait où la chercher. La conversation entre Palpatine et la reine tenait en fait du monologue. Devant une Amidala imperturbable, le sénateur marchait de long en large en gesticulant. Anakin regretta de ne rien entendre. Lorsqu'il regarda Jar Jar, il comprit que le Gungan s'en désolait aussi. Quand le capitaine Panaka passa devant eux pour entrer dans le bureau, les dissimulant un instant, Anakin se leva. Il plaqua un doigt sur sa bouche pour indiquer à Jar Jar de se taire et lui fit signe de l'attendre sans bouger. L'enfant avança jusqu'à la porte, se colla contre le battant et glissa un œil par l'entrebâillement. De là, il entendait ce qui se disait. Palpatine avait cessé de marcher. Debout devant la reine, il secoua tristement la tête. La République n'est plus ce qu'elle était. Le Sénat regorge de délégués carriéristes soucieux de leur intérêt personnel et qui défendent exclusivement leur monde natal. Plus personne ne se préoccupe de l'intérêt général. La base politique domine et tout sens civique a disparu. Il soupira. C'est écœurant. Je ne veux rien vous cacher, Majesté, et il y a peu de chances que le Sénat réagisse à l'invasion. Le chancelier suprême Valorum semble penser qu'il reste un espoir. Hélas, votre grâce, le chancelier a peu de pouvoir. Il est sous le coup d'une accusation de corruption, sans fondement, bien sûr. Un scandale fabriqué de toutes pièces ternit sa réputation. Aujourd'hui, ce sont les bureaucrates qui commandent. La reine se leva, très droite, devant son interlocuteur. Quelles options avons-nous, sénateur ? Palpatine parut réfléchir profondément à la question. Le mieux serait de favoriser l'élection d'un nouveau chancelier suprême. Un homme qui contrôlerait les bureaucrates, renforcerait la loi et nous rendrait justice. Vous pouvez demander un vote de défiance contre Valorum. Amidala ne sembla pas convaincue. Il est notre plus fidèle soutien. N'y a-t-il pas une autre solution ? Oui, porter notre affaire devant les tribunaux. Le temps nous manque, coupa la reine. Elle perdait son calme pour la première fois. Les tribunaux sont encore plus longs à se décider que le Sénat. Sa voix se durcit. Notre peuple se meurt. Il y a chaque jour davantage de victimes. Il faut agir d'urgence et arrêter la Fédération du commerce avant qu'il soit trop tard. Palpatine s'assombrit. Votre Majesté, j'ai peur que nous ne devions nous montrer réalistes. Pour le moment, il faut peut-être accepter la domination de la Fédération.
Amidala secoua la tête. Je ne peux pas me résoudre à cela. Sans rien ajouter, la reine et le sénateur se défièrent du regard. Toujours caché derrière la porte, Anakin se demanda soudain ce qu'il était advenu de Qui-Gon Jinn. À l'inverse des autres bâtiments de Coruscant, le temple Jedi était isolé. Pyramide colossale au toit plat, hérissée de tourelles s'élançant vers le ciel, il se dressait solitaire au bout de sa large promenade qui le reliait à des tours massives au sommet pointu, où la solitude et la méditation étaient certainement des denrées plus rares. Dans le temple habité par les chevaliers Jedi et leurs disciples, tous se consacraient à la contemplation et à l'étude de la force. Ici, on cherchait à codifier les exigences de la force, à maîtriser ses diverses disciplines et à apprendre comment servir le bien ultime dont elle était la source. La salle du conseil dominait la partie centrale du complexe. Aujourd'hui, le conseil était en session derrière des portes closes qui protégeaient ses secrets des yeux et des oreilles de tous, à l'exception des 14 personnes présentes. 12 d'entre elles, humaines ou non humaines, étaient les membres de cette institution. Expérimentés et différents les uns des autres, ces hommes et ces femmes avaient travaillé pour l'ordre aux 4 coins de la galaxie. Les 2 derniers Jedi, présents au sein du Conseil en tant qu'invités, étaient Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Les sièges des 12 conseillers formaient un cercle autour des intervenants. Tandis que Qui-Gon racontait les événements des dernières semaines, Obi-Wan, un pas derrière lui, écoutait avec attention. La pièce circulaire était surmontée d'une coupole, soutenue par d'élégants piliers disposés entre les hautes fenêtres, qui laissaient entrer la lumière à flots. La forme de la salle et la configuration des sièges reflétaient une des croyances essentielles des Jedi. L'interconnexion entre toutes choses, à l'instar des points d'un cercle. Dans le monde des Jedi, l'équilibre de la vie à l'intérieur de la Force était le chemin vers la compréhension et la paix. En parlant, Qui-Gon scrutait les visages des conseillers. Tous lui étaient familiers. C'étaient des maîtres Jedi, comme lui. Les doyens Yoda et Mace Windu respectaient la discipline de l'ordre avec une rigueur qu'ils n'avaient jamais eue et qu'ils doutaient d'avoir un jour. Debout sur le cercle de mosaïque qui tenait lieu de podium aux orateurs, Qui-Gon fascinait son auditoire. Regardant tour à tour les conseillers, il guettait une réaction sur leur visage. Pas un ne le quittait des yeux. Ki Adi-Mundi, toujours imposant, Adi Gallia, tellement jeune et belle, Depa Billaba, presque frêle, Yvonne Piel, avec sa houppe de cheveux et son visage marbré, et tous les autres, différents et uniques, mais liés par leur importance pour le conseil. Qui-Gon regarda Mace Windu et Yoda, les maîtres qu'il devait à tout prix convaincre car ils étaient les plus puissants et les plus respectés par leur père. « Ma conclusion, dit le Jedi quand son histoire fut terminée, c'est que l'être qui m'a attaqué sur Tatooine était un seigneur Sith. » Cette déclaration fut suivie d'un long silence. Puis des bruissements de bure indiquèrent que les conseillers se déplaçaient légèrement ou dépliaient les jambes. Après quelques échanges de regards, des murmures incrédules firent le tour du cercle. « Un seigneur Sith » grogna Mace Windu en se penchant en avant. Solide comme un roc, cet homme à la peau noire, au crâne rasé et aux yeux pénétrants avait conservé un visage lisse en dépit des années. « Impossible !» s'écria Ki Adi-Mundi sans se soucier de dissimuler son irritation. « Les Sith ont disparu depuis un millénaire. » Yoda bougea à peine sur son siège. Minuscule créature dans une assemblée de géants, à son échelle, il tourna vers Qui-Gon son visage ridé et braqua sur lui des yeux plissés comme ceux d'une panthère des sables en train de ronronner. « Si impliqués les Sith sont, la République menacée sera, » déclara-t-il. Les autres conseillers recommencèrent à chuchoter. Qui-Gon attendit qu'ils aient fini. Ces sages pensaient que les Sith avaient été détruits, ces suppôts consumés par leur propre soif de pouvoir. Derrière lui,
Qui-Gon sentit qu'Obi-Wan luttait pour ne pas rompre son silence. Mace Windu se pencha un peu plus, ses épais sourcils froncés. « C'est difficile à accepter, Qui-Gon. Je ne vois pas comment les Sith auraient pu renaître de leurs cendres sans que nous le sachions. » « Toujours difficile à voir est le côté obscur, » dit Yoda. « L'assassin nous devons trouver. »« Nous n'aurons peut-être pas besoin de le chercher, » corrigea Ki-Adi-Mundi en regardant Qui-Gon. « Exact, » approuva Mace Windu. Cette attaque n'était pas un hasard. La reine est la véritable cible. Puisque l'assassin a échoué, il essayera de nouveau. Yoda leva un de ses bras décharnés et désigna Qui-Gon. « Restez avec la reine de Naboo tu dois, Qui-Gon. La protéger, il faut. » Des murmures approbateurs témoignèrent de la confiance que ses pairs accordaient au maître Jedi. Pourtant Qui-Gon ne répondit rien. « Nous devons mobiliser toutes nos ressources pour résoudre ce mystère et découvrir l'identité de ton agresseur, » dit Mace Windu. Il leva une main pour renvoyer les deux Jedi. « Que la force soit avec toi, Qui-Gon Jinn. »« Qu'avec toi la force soit, » lui fit écho Yoda. Obi-Wan commença à tourner les talons. Voyant que Qui-Gon ne bougeait pas, il s'immobilisa, devinant ce qui allait suivre. « Davantage à dire tu as, Qui-Gon » demanda Yoda. « Avec votre permission, maître, j'ai été témoin d'une vergence de la force. »« Une vergence, tu dis » répéta Yoda les yeux ronds. « Qui avait une personne pour point focal » demanda Mace Windu. « Un jeune humain. Ces cellules présentent la plus forte concentration de midi-chloriens que j'ai relevée sur un être vivant. » Il marqua une pause. Il est possible qu'il ait été conçu par les midi-chloriens. Cette fois, un silence choqué suivit sa déclaration. Qui-Gon Jinn postulait l'impossible. L'enfant n'aurait pas été conçu par un contact entre humains, mais par l'essence de la vie, les midi-chloriens, ciment de la force elle-même. Dotés d'une conscience collective et d'intelligence, les midi-chloriens reliaient tous les êtres et toutes les choses qui vivaient dans la force. Ce n'était pas ce qui troublait le plus le Conseil. Une prophétie, tellement ancienne que nul ne se rappelait ses origines, annonçait qu'un élu apparaîtrait un jour, ses cellules saturées de midi-chloriens. Capable de contrôler la force à un niveau jamais atteint, sa destinée serait de la modifier pour toujours. Mace Windu exprima à voix haute ce que pensaient les autres conseillers. « Tu fais référence à la prophétie, » dit-il, « à celui qui apportera l'équilibre ultime à la force. Et tu crois qu'il s'agit de ce garçon. »« Je n'oserais pas, » commença Qui-Gon. « Mensonge, c'est, » l'interrompit Yoda. « Ton opinion, tu dois révéler. » Qui-Gon prit une grande inspiration. « Je demande que cet enfant soit mis à l'épreuve. » Les membres du conseil se regardèrent, communiquant par un autre canal que la parole. Puis tous les yeux se tournèrent de nouveau vers Qui-Gon. « Qu'il soit entraîné pour un Jedi devenir, tu demandes, » s'enquit Yoda. « Je l'ai rencontré par la volonté de la force, » insista Qui-Gon. « C'est une certitude pour moi. Il ne peut pas s'agir d'un hasard. Trop de choses sont arrivées. » Mace Windu leva une main pour signifier que la discussion était close. « Si c'est ainsi, amène-le-nous. » Les yeux clos, Yoda hocha la tête. « Mis à l'épreuve, il sera. »« Il est temps d'y aller, Votre Majesté, » déclara le sénateur Palpatine. Il s'approcha de son bureau et ramassa une pile de datacartes. Amidala se leva. Anakin retourna s'asseoir près de Jar Jar. Histoire de faire bonne mesure, il le foudroya du regard pour lui rappeler de tenir sa langue. Le Gungan sembla vexé. Un instant plus tard, Palpatine, la reine et ses suivantes entrèrent dans l'antichambre. Sans un regard pour Anakin et Jar Jar, le sénateur sortit en trombe. Amidala ralentit imperceptiblement quand elle passa devant l'enfant. « Tu devrais venir avec nous » souffla Rabbé sans regarder Anakin. « Cette fois, tu n'auras pas besoin d'écouter aux portes. »
Anakin et Jar Jar échangèrent un regard consterné, puis ils se levèrent et suivirent le mouvement. Chapitre 17. Laissant les hommes attendre dehors, Amidala se retira dans ses appartements avec ses suivantes. Quand elle reparut, elle avait changé de tenue, soucieuse de souligner qu'elle était la souveraine de Naboo. Vêtue d'une robe de velours pourpre brodée de fils d'or, elle portait une couronne en or incrustée de pierreries. Sa dignité régalienne ainsi mise en valeur, elle passa devant Anakin et Jar Jar qui ouvrirent de grands yeux éberlués, semblables à une déesse descendue du ciel pour se mêler aux mortels. Toute de grâce distante et d'inhumaine beauté, elle paraissait aussi belle qu'inaccessible. Ertaé et Rabé, les suivantes présentes dans le bureau de Palpatine, glissaient silencieusement derrière elle dans leurs éternels manteaux à capuche. Anakin chercha Padmé et ne la vit nulle part. « Si vous voulez bien nous montrer le chemin, » dit la reine à Palpatine. Elle invita Anakin, Jar Jar et le capitaine Panaka à la suivre. Ils traversèrent une série de couloirs qui reliaient les quartiers de Palpatine à d'autres salles, puis à d'autres bâtiments. Les lieux étant déserts, à l'exception de quelques gardes, le petit groupe avança sans encombre. Anakin s'émerveilla des hauts plafonds et des gigantesques fenêtres qui ouvraient sur une vue saisissante sur Coruscant. Songeur, il imagina ce que devait être la vie dans une cité pareille. Quand ils arrivèrent devant le Sénat, il fut encore plus ébahi. La salle des délibérations, énorme et circulaire, évoquait une arène. Des déambulatoires en faisaient le tour à plusieurs niveaux. Au centre, une haute et fine colonne soutenait le podium du chancelier suprême. Cet espace clos, sur 3 côtés, était assez grand pour permettre à Valorum de s'y tenir à sa convenance, en compagnie de son assesseur et de ses assistants. Autour des murs lisses de l'arène, les nacelles des sénateurs flottaient devant les portes des délégations. Certaines étaient arrimées, les sénateurs conversant déjà avec leurs secrétaires ou avec des visiteurs, d'autres attendaient non loin de leur point d'ancrage. Quand un sénateur demandait la parole et l'obtenait, sa nacelle volait jusqu'au centre de l'arène, à proximité du perchoir du chancelier, où elle restait jusqu'à la fin de son intervention. Anakin vit tout cela en un éclair pendant qu'il suivait la reine et Palpatine jusqu'à la porte de la capsule salon de Naboo. Des tentures et des étendards pendaient du plafond de l'arène tels des rubans géants. Un éclairage indirect illuminait l'intérieur caverneux de la rotonde. Sur les déambulatoires, des droïdes couraient en tous sens pour distribuer les messages que les délégations échangeaient. La ronde infinie de leur corps métallique conférait au lieu des allures de mouvements d'horlogerie complexes. Si la Fédération du commerce essaie de faire différer la motion, dit Palpatine à la reine, je vous implore d'exiger la clôture de la session, puis de demander l'élection d'un nouveau chancelier suprême. J'aimerais me fier autant que vous à cette stratégie, sénateur, répondit-elle sans un regard pour Palpatine. Vous devez exiger l'élection d'un nouveau chancelier, insista Palpatine. Je peux vous assurer que nous ne serons pas privés de soutien. C'est notre meilleure chance. Il jeta un coup d'œil au perchoir de Valorum. Notre seule chance. Un murmure monta de l'assemblée quand Amidala apparut à l'entrée de la nacelle de Naboo, la tête droite et le visage impassible. Si la reine se rendit compte que le ton des conversations avait monté d'un cran, elle n'en montra rien. Ses yeux se posèrent un instant sur Palpatine. « Vous êtes sûr que Valorum ne mettra pas notre motion aux voix ?» demanda-t-elle. « Il est préoccupé et mort de peur. Croyez-moi, il ne nous sera d'aucun secours. » Rabé donna un petit visio-écran métallique à Anakin et à Jar Jar et leur fit signe de rester où ils étaient. Accompagnée par Palpatine, ses 2 suivantes et le capitaine Panaka, Amidala entra dans la nacelle. Anakin fut déçu de ne pas être invité, mais soulagé quand il découvrit que l'écran lui permettrait de voir et d'entendre ce qui se passait dans la nacelle. « Elle va demander de l'aide au Sénat, Jar Jar, souffla-t-il à son compagnon. Qu'en penses-tu ?
Le Gungan plissa la bouche et secoua la tête, faisant osciller ses longues oreilles. « Ça dit rien de bon à Missy, Anakin. Trop de gens pour être d'accord sur quelque chose. » La nacelle de Naboo s'éloigna de son point d'arrimage et flotta jusqu'à mi-chemin du podium du chancelier où elle attendit la permission d'approcher. Palpatine, Amidala et les autres s'étaient assis. Valorum fit un signe de tête à Palpatine. Le chancelier donne la parole au sénateur du système souverain de Naboo. La nacelle flotta jusqu'au centre de l'arène. Palpatine se leva et balaya l'assemblée du regard. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Chancelier suprême, honorable délégué du Sénat, commença-t-il, obtenant aussitôt le silence. Une tragédie s'est produite sur Naboo, ma planète natale. Nous sommes impliqués dans une dispute dont vous connaissez les tenants et les aboutissants. Cela a commencé par une affaire de taxation des routes commerciales pour finir par l'occupation illégale d'un monde pacifique. La Fédération du commerce est responsable de cette injustice et elle devra en répondre. Une nacelle aux couleurs de la Fédération flotta jusqu'au podium. Elle abritait le sénateur Lot Dodd, assisté par une poignée de capitaines d'industrie. « C'est un outrage !» cria Dodd en direction du podium. Le Néimoïdien, maigre et desséché, gesticulait au-dessus de la balustrade basse de la nacelle. Il évoquait irrésistiblement un vieux tronc d'arbre. « Les assertions du sénateur Palpatine sont ridicules, et j'exige qu'il soit contraint au silence !» Valorum tourna sa tête blanche vers Lot Dot et leva une main. « Pour l'heure, l'Assemblée n'accorde pas la parole à la Fédération du commerce, dit-il d'une voix douce, mais ferme. Retournez à votre point d'arrimage. Lot Dodd parut sur le point d'ajouter quelque chose, mais il se ravisa. Il s'assit, sa nacelle recula lentement. Pour présenter notre requête, continua Palpatine, j'invite la reine Amidala, récemment élue souveraine de Naboo, à prendre la parole. Il s'écarta. La reine se leva sous un tonnerre d'applaudissements. Elle s'avança et fit face à Valorum. « Honorable représentant de la République, distingué délégué et chancelier suprême Valorum, je viens à vous en des circonstances d'une extrême gravité. À l'encontre de toutes les lois de la République, la planète Naboo a été envahie et réduite en esclavage par les armées de droïdes de la Fédération du commerce. » Lot Dodd se releva et brailla. « Objection! C'est un tissu de mensonges! Où sont les preuves ?» Il n'attendit pas que le chancelier lui donne la parole et s'adressa à l'Assemblée. « Je suggère qu'une commission soit envoyée sur Naboo pour vérifier les faits. » Valorum secoua la tête. « Suggestion rejetée. » Lot Dodd soupira et leva les bras au ciel comme si ces deux mots venaient de ravager sa vie. « Votre honneur, vous ne pouvez pas permettre qu'on nous condamne sans accéder d'abord à notre requête. Une mission d'observation impartiale, voilà ce que nous demandons. Refuser va à l'encontre de toutes les règles de procédure. » Il sonda l'Assemblée à la recherche d'un soutien. Quelques délégués murmurèrent leur approbation. Une troisième nacelle quitta son point d'arrimage. Valorum reconnut Axmoué, le sénateur de la planète Malastar. Costaud, d'une extrême lenteur, ses trois yeux pédonculés s'agitant sans cesse, Axmoué plaqua ses énormes mains, presque des pattes, sur ses hanches. « Le sénateur Malastar est d'accord avec l'honorable délégué de la Fédération du commerce, » déclara-t-il d'une voix rauque. « Si une des parties le demande, une commission doit être constituée quand se présente un conflit de ce type. C'est la loi. » Valorum hésita. « Ce point de droit est... » Il ne termina pas sa phrase et se tourna vers l'assesseur. À en croire le registre officiel, il s'agissait d'un certain Mas Ameda. Ameda appartenait à une espèce inconnue d'Anakin. Sur un corps humanoïde, sa tête était surmontée par des antennes et par une masse de tissu d'où naissaient les deux tentacules qui lui tombaient sur les épaules.
Valorum, Ameda et leurs assistants s'engagèrent dans une conversation animée. Quand la voix de Palpatine sortit du petit haut-parleur du visio-écran, Anakin et Jar Jar échangèrent des regards inquiets. « Bienvenue dans le monde enchanté des bureaucrates », souffla le sénateur à l'oreille de la reine. « Ce sont les vrais maîtres de la République et les premiers à manger dans la main de la Fédération du commerce. Voilà l'instant magique où la détermination du chancelier Valorum va fondre comme neige au soleil. » Valorum reprit sa place, une grande lassitude sur le visage. « Ce point de droit est exact. La section 523A du Code s'applique. » Il se tourna vers la nacelle Naboo. « Reine Amidala, acceptez-vous de différer la motion pour qu'une commission sénatoriale vérifie vos allégations ?» Anakin vit la reine se raidir. Quand elle parla, sa voix vibrait de colère et de détermination. « Je refuse de différer la motion, » déclara-t-elle, les yeux rivés sur Valorum. « Je me suis présentée devant vous pour que cette atteinte à la souveraineté de Naboo cesse sans délai. On ne m'a pas élue reine pour regarder mon peuple souffrir et mourir pendant que vos commissions pérorent. Si le chancelier est incapable d'agir, peut-être avons-nous besoin d'un nouveau chef. » Elle marqua une courte pause. « Je dépose une motion de défense contre Valorum. » Des exclamations retentirent aussitôt, approuvant ou critiquant la proposition. Avec un bel ensemble, sénateurs et spectateurs se levèrent. Les murmures se transformèrent en cris, répercutés par les parois de la rotonde. Sur le podium, assommé et incrédule, Valorum restait sans voix. Il regardait Amidala, et son visage reflétait le coup que ses propos lui avaient porté. La reine lui fit face et attendit la suite des événements. Mas Ameda avança vers le bord du podium comme s'il voulait le prendre d'assaut. « De l'ordre !» cria-t-il. « Il nous faut de l'ordre !» Le brouhaha mourut. Les délégués se rassirent. Anakin remarqua que la nacelle de la Fédération du commerce avait manœuvré pour se rapprocher de la nacelle Naboo. Lot Dodd échangea un regard avec Palpatine, mais aucun des deux ne parla. Une nouvelle nacelle flotta jusqu'au centre de l'arène. C'était celle d'Etzel Bargan, sénateur de Runa. « Je soutiens la motion de la reine Amidala !» lança-t-il d'une voix aiguë. Mas Ameda encaissa le choc. « La motion est soutenue !» déclara-t-il. Il se tourna vers Valorum et plaqua une main devant sa bouche pour qu'on n'entende pas ce qu'il lui disait. Les yeux vides, l'air perdu, le chancelier le regarda comme s'il ne comprenait pas un mot de son discours. « Il ne doit pas y avoir de retard !» lança Axmoué de Malastar pour attirer l'attention d'Ameda. « La motion est déposée et elle doit être sur le champ soumise à un scrutin. » Lot Dodd se leva d'un bond. « Je propose qu'elle soit transmise à la commission juridique pour une étude approfondie. » De presque toutes les gorges jaillit une litanie sans équivoque. Le vote, le vote, le vote. Mas Ameda prit le chancelier par les épaules et lui parla pour tenter de ramener son esprit des contrées lointaines où il dérivait. « Vous voyez, Majesté, le Sénat est avec nous, » dit la voix de Palpatine dans le haut-parleur de l'écran. Anakin baissa les yeux sur le petit appareil. « Valorum va être destitué, croyez-moi. Le nouveau chancelier ne sera pas du genre à ignorer une injustice. » Mas Ameda s'adressa de nouveau au délégué. « Le chancelier suprême demande une suspension de séance. » Des huées montèrent de l'Assemblée, roulant dans l'arène comme un coup de tonnerre. Valorum tourna la tête vers Palpatine et Amidala. Même de loin, Anakin Skywalker vit l'expression du chancelier. C'était celle d'un homme trahi. Moins d'une heure plus tard, Anakin entra en trompe dans l'antichambre de la reine. Il cherchait Padmé, mais se retrouva nez à nez avec Amidala en personne. Debout au centre de la pièce, elle rayonnait dans sa robe comme un soleil miniature. « Votre Majesté, je suis désolé, je... »
La reine hocha la tête en silence. Une fois encore, Anakin fut frappé par la perfection de ses traits. « Je cherchais Padmé », continua-t-il sans savoir s'il devait rester ou partir. Dubitatif, il regarda autour de lui. « Qui-Gon va me conduire devant le conseil Jedi. Je voulais que Padmé le sache. » Un petit sourire flotta sur les lèvres de la reine. « Elle n'est pas là, Anakin. Je l'ai envoyée en mission. » « Ah, mais je lui transmettrai ton message. » L'enfant sourit. « Je vais peut-être devenir un chevalier Jedi !» s'exclama-t-il, incapable de contenir son excitation. « C'est très possible, » approuva Amidala. « Je crois que ça fera plaisir à Padmé. »« Je le pense aussi. » Anakin recula. « Je ne voulais pas vous... » Il chercha le mot exact et ne le trouva pas. « Bonne chance, Anakin, » dit la reine. « Fais de ton mieux. » Ravi, l'enfant tourna les talons et sortit. Pour Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, la journée était passée à la vitesse de l'éclair. Au crépuscule, sur un balcon du temple Jedi, ils contemplaient Coruscant en silence. Ils étaient passés prendre Anakin, revenu du Sénat dans les quartiers de Palpatine, et l'avaient conduit devant le Conseil. À présent, ils attendaient la décision. Pour Obi-Wan, l'affaire était déjà réglée. Le jeune Jedi se sentait mécontent et embarrassé pour son maître, qui, une fois de plus, avait dépassé les bornes. Qui-Gon ne s'était pas trompé en supposant que l'enfant avait un taux de midi-chlorien anormalement élevé. Obi-Wan ne pouvait pas en douter puisqu'il avait réalisé lui-même le test, mais ça ne suffisait pas à démontrer qu'Anakin était l'élu. S'il en existait un, ce dont Obi-Wan doutait. Des centaines de légendes et de prophéties avaient traversé les siècles pour constituer peu à peu une part de l'héritage des Jedi. En outre, comme souvent, Qui-Gon se fiait à son instinct. Or, l'instinct était utile quand il puisait sa source dans la force, pas quand cette source n'était qu'une émotion. Qui-Gon adorait défendre les causes perdues. Il aimait prendre sous son aile des créatures qu'il était le seul à juger importantes dans le schéma du monde. Obi-Wan étudia son mentor à la dérobée. Pourquoi persistait-il à s'engager dans des voies sans issue? Même si le Conseil parvenait aussi à la conclusion que l'enfant possédait plus de midi-chloriens que la normale, il n'accepterait jamais qu'il suive une formation de Jedi. Les règles étaient clairement définies, avec des raisons évidentes et inattaquables. Commencer un entraînement de Jedi une fois le premier anniversaire passé impliquait un échec certain. À 9 ans, Anakin Skywalker était beaucoup trop vieux. Hélas, Qui-Gon ne baisserait pas les bras. Il défierait le Conseil une fois de plus, et le résultat serait le même qu'en maintes autres occasions. Il n'aurait pas gain de cause. Sa stature de maître Jedi en prendrait un nouveau coup. Obi-Wan s'approcha de son mentor, qui observait intensément la forêt de gratte-ciel. « L'enfant ne réussira pas les épreuves du Conseil, maître. Et vous le savez, il est trop vieux. » Qui-Gon ne détourna pas les yeux du coucher de soleil. « Anakin deviendra un Jedi. Je te le garantis. »« Maître, ne défiez pas le Conseil une fois de trop. » Avant de se tourner vers son protégé, le Jedi sembla atteindre en un éclair un insondable niveau de calme. Peut-être même avait-il cessé de respirer. « Je ferai ce que je juge bon, Obi-Wan. Que penserais-tu de moi s'il en allait autrement? »« Maître, si vous respectiez les règles, vous siégeriez déjà au Conseil. Et vous méritez cet honneur. » Il laissa exploser sa colère. « Les conseillers ne vous suivront pas. » Qui-Gon soutint le regard du jeune homme et sourit. « Il te reste beaucoup à apprendre, jeune Padawan. » Obi-Wan ravala sa réplique et regarda au loin. Qui-Gon avait sans doute raison, se dit-il. Pourtant, cette fois, peut-être devrait-il se fier à sa propre opinion. Dans le temple, Anakin faisait face au Conseil, debout à l'endroit où Qui-Gon se tenait quelques heures plus tôt. Après que le maître Jedi l'eut laissé seul devant les 12 sages, il avait d'abord éprouvé une atroce nervosité. Debout, au centre du cercle de mosaïque, entouré par une assemblée silencieuse et dubitative,
il se sentait toujours vulnérable et exposé. Les Jedi semblaient sonder son âme. Sans explication ni préliminaire, ils entreprirent de le questionner, négligeant de le saluer ou de le mettre à l'aise. Qui-Gon lui avait décrit certains conseillers. Versé dans l'art de mettre un nom sur un visage, Anakin eut au fait de les identifier. Les questions testaient ses connaissances et sa mémoire à la recherche d'énigmatiques indices. Les Jedi savaient tout de son passé d'esclave et de sa vie sur Tatooine, sa mère, ses amis, les courses de modules, Watto, rien ne leur échappait. Mace Windu se tourna vers un écran que l'enfant ne pouvait pas voir et lui demanda d'associer un nom aux images qui s'y affichaient. Elles jaillirent dans la tête d'Anakin, lui rappelant la façon dont les paysages défilaient pendant une course de modules. Un Banta, un hyperdrive, un blaster à protons. Les images changeaient à mesure qu'il les identifiait. Une coupe rhodienne, un speeder Hutt. L'écran redevint noir, Mace regarda de nouveau l'enfant. « Très bien, c'est, » déclara le petit non-humain nommé Yoda. Ses yeux, qui semblaient endormis, le dévisagèrent, attentifs derrière de lourdes paupières mi-closes. « Comment te sens-tu ?»« J'ai froid, monsieur. »« Effrayé, tu es ?» L'enfant secoua la tête. « Non, monsieur. »« Tu as peur de renoncer à ton ancienne vie ?» demanda le Jedi appelé Mace Windu en se penchant vers Anakin. « Je ne crois pas. » Il hésita. Quelque chose sonnait faux dans ses paroles. Yoda cligna des yeux, ses oreilles se pointèrent en avant. « Voir en toi, nous pouvons, » dit-il. « Sois conscient de tes sentiments, » ajouta Mace Windu. Le Jedi nommé Ki-Adi-Mundi se tripotait la barbe. « Tes pensées tournent sans cesse autour de ta mère, » dit-il. Anakin sentit son estomac se nouer. Il se mordit les lèvres. « Elle me manque. » Yoda échangea quelques regards avec les conseillers. « Peur de la perdre, il a. » « Quel rapport cela a-t-il avec mon avenir de Jedi ?» demanda Anakin sur la défensive. « Un grand rapport, » dit Yoda. « La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère à la haine mène à la souffrance. »« Je n'ai pas peur !» cria Anakin, pressé d'en finir avec cet interrogatoire et de quitter les lieux. Yoda ne sembla pas l'avoir entendu. Un profond engagement un Jedi doit avoir. Un esprit fort aussi. Beaucoup de peur je sens en toi, mon petit. Anakin prit une grande inspiration et la relâcha lentement. Quand il parla, il avait retrouvé son calme. « Je n'ai pas peur, » répéta-t-il. « Alors continuez, nous allons, » dit Yoda d'une voix douce. Et l'examen reprit.